Bonjour, bienvenue, bon réveil à vous dans la matinale week-end. En ce dimanche 20 février, on est ensemble pour 3 heures d'infos et de débats en direct. À noter à 10 heures, le grand rendez-vous. Sonia Mabrouk reçoit ce matin Éric Zemmour au lendemain de son meeting dans la baie du Mont-Saint-Michel. Avec moi autour de la table pour commenter l'actualité, j'accueille Caroline Pilastre. Bonjour à vous Caroline. Bonjour Isabelle. Chroniqueuse à Sud Radio. William Tay. Bonjour. Bonjour, président du think tank Le Millénaire, et Patrick Martin-Genier. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous, spécialiste des relations internationales, évidemment, parce qu'il sera largement question ce matin de la crise en Ukraine et du bras de fer entre les États-Unis et la Russie et le rôle de l'Europe et de la France. Dans tout ça, bien sûr, on se retrouve juste après la météo de Claire Delorme. Bonjour à tous, ce sera un programme plutôt maussade mais surtout venteux pour cet après-midi et surtout pour ce soir puisqu'à nouveau un coup de vent est attendu sur les régions du Nord. Donc 4 départements sont placés en vigilance orange pour ce soir. Il s'agit de la Seine-Maritime, de la Somme et du Nord-Pas-de-Calais. Donc une situation bien évidemment que l'on va surveiller. Côté ciel, eh bien cette perturbation elle continue d'avancer sur l'ensemble du pays, surtout donc du sud-ouest en remontant vers le Grand Est avec un petit peu de neige en altitude, principalement 800-1000 mètres, mais ce sera surtout des pluies localement faibles. À l'arrière déjà, un petit peu plus de nuages mais surtout le vent qui souffle de manière forte. 80 km/h, le soleil, quant à lui, est présent d'entrée de jeu en Méditerranée. Vous allez voir que ce soleil se confirme dans l'après-midi sur le tiers sud du pays. Partout ailleurs, eh bien, il faudra composer encore avec beaucoup de nuages et de grisailles. Ça aura tendance quand même à se morceler progressivement par la façade ouest parce que le vent va vraiment se renforcer. Des rafales tempétueuses attendues. Donc pour la soirée, plus de 100 km/h en rafale, voire plus pour les caps les plus exposés. Pour les températures, attention au retour des gelées. Ceci est dû au rayonnement. Donc moins de degrés, la minimale en direction de l'est, mais c'est beaucoup plus doux au niveau de l'Atlantique avec 10 degrés pour La Rochelle. Et dans l'après-midi, on reste quand même sous une douceur relative pour un mois de février, même si c'est en nette baisse par rapport au jour précédent. 14 degrés pour les rues de la capitale, 15 degrés pour Bordeaux. La minimale, 8 degrés pour le Massif central et jusqu'à 18 degrés du côté de Montpellier et de Perpignan. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre après cette météo. On va développer ensemble l'actualité de ce dimanche 20 février. Et d'abord, bien sûr, l'actualité principale. Tous les voyants sont au rouge selon l'OTAN. La Maison-Blanche martèle que Vladimir Poutine peut déclencher la guerre en Ukraine à tout moment. Les violations de cessez-le-feu se multiplient sur place. Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Vladimir Poutine à 11h. Rarement le désamour des Français pour la fonction publique aura été aussi fort. Une nouvelle étude révèle qu'en 25 ans, il y a 4 fois moins de candidats pour les concours. Salaire peu attractif, manque de moyens et parfois manque de sens. Vous entendrez le témoignage d'une enseignante qui a quitté l'éducation nationale. Et puis, nous irons à Saint-Vincent de Salanque, 6 jours après l'explosion et l'incendie qui ont fait 8 morts, dont 2 bébés. Pour l'heure, toutes les pistes sur l'origine du drame restent à l'étude. Accidentelle ou criminelle, une marche blanche en hommage aux victimes est prévue aujourd'hui à 10h. Jamais encore donc la situation n'avait été aussi tendue après des semaines de coups de pression mais aussi de tractation. Nous sommes arrivés à un point de bascule en Ukraine. Les violations de cessez-le-feu, je vous disais à l'instant, ne cessent d'augmenter selon les observateurs. Moscou mène des exercices impliquant des tirs de missiles lourds. Le point sur la situation avec Adrien Spiteri et on en parle juste après. 2 morts, 4 blessés et 1500 violations de cessez-le-feu. La tension était à son comble samedi, dans l'est de l'Ukraine. Le bombardement a commencé et ne s'est pas arrêté. Nous ne pouvons pas estimer son intensité. Les 17, 18 et 19 février, la dynamique était la même, environ 60 à 65 bombardements par jour. Des obus de mortier ont également explosé près du ministre de l'Intérieur ukrainien pendant son déplacement sur la ligne de front. À Donetsk, 7000 personnes ont été évacuées depuis vendredi, 13 000 du côté de Lougansk. Nous prenons ce qui est nécessaire, de la nourriture. Nous espérons une vie meilleure, mais on veut toujours revenir à la maison. Signe d'une guerre imminente, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni recommandent à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine. Depuis 2014, le conflit entre Kiev et les séparatistes pro-russes a fait plus de 14 000 morts dans l'est de l'Ukraine. Alors ça fait un moment qu'on évoque l'idée selon laquelle Vladimir Poutine attendrait la fin des Jeux Olympiques pour ne pas froisser Pékin. Les Jeux Olympiques sont en train de s'achever. Je me tourne vers vous, Patrick Martin-Genier. Est-ce que ça veut dire que la guerre va inévitablement commencer, même si on voit bien qu'elle a déjà un peu commencé ?
Écoutez, d'abord, tout se passe dans la tête de Vladimir Poutine. C'est lui, in fine, qui va décider ce qu'il va faire. Même si c'est Joe Biden qui, tous les jours, nous annonce une invasion de l'Ukraine par les forces russes. Donc la guerre, oui, elle existe depuis 2014. 14 000 morts, cela vient d'être rappelé. Donc c'est constamment, il y a constamment des bombes, des obus, des tirs de mortier qui interviennent. Et donc la question aujourd'hui qui est posée, c'est est-ce que Vladimir Poutine va envahir l'Ukraine? En réalité, on voit bien que ce que veut Vladimir Poutine depuis le début, c'est de reconstituer une sorte de glacis de l'ex-Union soviétique, des États qu'il considère comme étant des États tampons destinés à rétablir ce que beaucoup appellent un néo-impérialisme russe, hein, c'est-à-dire reconstituer tous ces États qui sont censés le protéger autour de lui. Donc c'est ça aujourd'hui. Ce qu'il veut, et il n'y aura aucune concession sur ce point, d'abord on ne parle même plus de la Crimée dont on considère qu'elle est définitivement annexée. Il veut également annexer le Donbass parce qu'il considère que la population étant majoritairement russophone, ces deux républiques fantoches, en quelque sorte, Donetsk et Lugansk notamment, eh bien, lui reviennent automatiquement. Donc, on ne transige pas là-dessus, mais il y a d'autres éléments aussi, qui est la sécurité en Europe, eh bien, naturellement, qu'il peut à tout moment envahir l'Ukraine. On a dit qu'ils étaient prêts. Ils sont prêts sur le plan logistique, ils sont prêts sur le plan militaire. On voit des hôpitaux mobiles, des hôpitaux de campagne militaire. On voit des stocks pour les transfusions de sang, pour des convois humanitaires. Hein, des convois humanitaires. Tout est prêt pour une invasion à tout moment. Et comme personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine, on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, à la conférence sur la sécurité hier à Munich, on espère encore une voie pour la diplomatie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette voie est très étroite. Mais il y a cette date aussi du 20 février, c'est là qu'il avait commencé en 2014, Vladimir Poutine, c'est la fin des Jeux Olympiques. Est-ce que ça joue, cette histoire de date, pour ne pas froisser Pékin pendant les Jeux ? Oui, parce qu'on a bien vu qu'il y avait une alliance objective entre la Chine et la Russie. Voilà que la Chine vient de s'occuper de la sécurité en Europe avec l'OTAN. Et donc, lorsqu'il y a eu l'inauguration des Jeux Olympiques, on a vu que les deux dirigeants, les deux dictateurs, si on peut dire, eh bien, se sont entendus pour faire une alliance contre l'Occident. Et le dirigeant chinois lui-même a mis en garde de l'OTAN. Donc, effectivement, il y avait une volonté de ne pas froisser le dirigeant chinois. Et donc, on peut dire qu'à partir de demain, la voie est libre, en tout cas dans la tête de Vladimir Poutine, pour éventuellement envahir, si ce n'est l'Ukraine, du moins le Donbass. William T, vous partagez cette analyse sur vraisemblablement la guerre imminente que pourrait déclencher Vladimir Poutine? Je ne suis pas sûr du tout qu'il y aura une guerre à l'Est. Il peut y avoir des escarmouches. C'est-à-dire que Vladimir Poutine peut être tenté de faire des escarmouches, mais est-ce qu'il fera une guerre officielle? Est-ce que la Russie envahira l'Ukraine? Je mettrai plusieurs points de limite dessus. Le premier, c'est que Vladimir Poutine sait que depuis qu'il a annexé la Crimée, il y a une montée de l'adhésion des Ukrainiens sur l'adhésion de l'OTAN. Il faut se rappeler qu'en 2013, avant la révolution Place Maïdan, il n'y avait que 34% des Ukrainiens qui étaient favorables à une adhésion à l'OTAN, et désormais ils sont plus de 58-60%. Donc c'est le premier point. C'est-à-dire que s'il envahit l'Ukraine, il est possible qu'il tourne la population vers l'ouest. C'est le chemin qui se dirige. Deuxième point, c'est que effectivement, s'il veut envahir, c'est le moment ou jamais, parce qu'il y a un alignement des planètes pour lui. Premier point, c'est que les États-Unis n'ont jamais été aussi faibles depuis la fin de la guerre froide et ce que Francis Fukuyama appelle la fin de l'histoire, dans la mesure où il n'y a plus un monde unipolaire américain. Premier point. Et deuxième point, c'est que le président des États-Unis est Joe Biden. Et pourquoi est-ce qu'il vise spécifiquement Joe Biden? Premier point, c'est que Joe Biden a été le vice-président d'Obama qui n'a pas respecté la ligne rouge en Syrie. C'est-à-dire qu'il avait dit à l'époque Barack Obama au régime de Bachar al-Assad, si par cas il y a des bombardements chimiques, les États-Unis interviendront. Ils ne l'ont pas fait en 2013. Deuxième point, c'est que les Américains ont entamé depuis les années Obama ce qu'on appelle le pivot américain, c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur la Chine et non plus sur l'Europe. Donc ça, c'est le deuxième point. Est-ce qu'ils vont mettre des moyens supplémentaires pour défendre les Ukrainiens alors qu'ils viennent de se retirer, notamment en Afghanistan? Troisième point sur les États-Unis, c'est qu'en fait, les États-Unis vont petit à petit se retirer, et notamment sur la question de l'OTAN, on voit bien qu'ils n'ont plus les mêmes lignes rouges qu'avant. Donc est-ce que Vladimir Poutine ne fait pas ça uniquement pour tester la résistance de Joe Biden et la résistance de l'OTAN? Après, il y a un alignement politique en Europe. Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine attaque cette année et pas les années précédentes? Notamment parce que Boris Johnson est endigué dans des affaires internes et donc du coup il ne peut pas se projeter à l'extérieur et notamment défendre les forces ukrainiennes. Emmanuel Macron, qui est la plus grande puissance politique et diplomatique en Europe, est en période électorale. Donc est-ce qu'il peut se permettre d'envoyer des troupes en Ukraine? Je ne pense pas. Alors ça, ils en parleront tout à l'heure au téléphone et nous on en reparlera très limité. Plus tard, évidemment. Si par cas il était réélu, la situation serait probablement différente. Troisième point, c'est que l'Allemagne a un nouveau chancelier qui n'est pas Angela Merkel. Angela Merkel avait des liens d'affinité avec la Russie. Et là, c'est Olaf Scholz. Olaf Scholz est tenu notamment d'une part sur le plan interne parce qu'il a fait une coalition avec les Verts, et les Verts traditionnellement en Europe sont les forces les plus pacifiques d'Europe. Et deuxième point, c'est qu'il est tenu par la question du gaz Nord Stream 2. La question qu'il faut savoir pour les Européens, et notamment Emmanuel Macron qui va parler à Vladimir Poutine à 11h, c'est qu'est-ce que veut la Russie?
On sait notamment que la Russie veut créer, comme l'a rappelé Patrick Martin-Genier, veut créer un espace tampon. Et cet espace tampon n'a pas été respecté depuis que Gorbatchev a démissionné de la tête de l'URSS. À l'époque, qu'est-ce qui s'était passé à la fin des années 90, au début des années 90 ? C'est qu'en fait, Gorbatchev fait un accord avec l'OTAN, un accord implicite qui n'est pas un accord écrit, en disant l'OTAN ne fera pas d'élargissement à l'Est, il n'y aura pas d'élargissement ni de l'Union européenne ni de l'OTAN. Et on a vu que pendant la période de George W. Bush, il y a eu la Pologne qui est rentrée, la Roumanie, la Bulgarie qui est rentrée dans l'OTAN. Donc ça, c'est une ligne rouge pour Vladimir Poutine. Et je pense que Vladimir Poutine n'enverra pas le Donbass, mais ce qu'il veut, c'est l'application, et j'arrive dessus, c'est l'application des accords de Minsk. Et donc, du coup, l'application stricte qui est l'élection de provinces autonomes dans les périodes dans les zones de l'Est de l'Ukraine, afin d'avoir des gouverneurs avec des statuts particuliers qui soient pro-russes, parce qu'il sait qu'il ne peut plus envahir l'Ouest, notamment depuis la révolution Place Maïdan. Ce qui est intéressant, c'est ce bras de fer presque psychologique entre deux personnalités. On avait avant ce face-à-face entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Maintenant, c'est Joe Biden. On aurait pu imaginer que Joe Biden serait moins va-t-en-guerre. Finalement, c'est pas tellement le cas. On va y revenir. Je vous poserai la question, Caroline Pilastre, sur ces deux personnalités. Je voudrais qu'on écoute d'abord Kamala Harris, la vice-présidente américaine, qui menace toujours de sanctions économiques sévères, et le président ukrainien Zelensky qui lui dit mais les sanctions, c'est maintenant qu'il les faut, c'est maintenant, avant la guerre justement. Écoutez. Les États-Unis prennent au sérieux la souveraineté et l'intégrité de l'Ukraine. Nous sommes aux côtés de votre pays. Si la Russie vous envahit de nouveau, nous imposerons des sanctions économiques rapides et sévères. Nous avons été clairs à ce sujet. Mais vous me dites que la guerre va commencer pour sûr dans quelques jours, alors qu'attendez-vous ? Nous n'aurons pas besoin de vos sanctions une fois que le bombardement se sera produit, après que notre pays se sera fait tirer dessus, ou une fois que nous n'aurons plus de frontières. Nous n'aurons plus d'économie quand une partie du pays sera occupée. Alors, quel sera l'intérêt de ces sanctions ? Caroline Pilastre, on sent que les deux blocs russes et américains sont allés très loin. Est-ce qu'ils sont allés très loin au point de ne plus vouloir céder au risque de perdre la face finalement ? L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Les pays qui la soutiennent, évidemment, auront du mal à la défendre sur le terrain, ce qui n'empêchera pas de poster des hommes dans d'autres pays comme la Roumanie. Mais là, évidemment que c'est un rapport de force entre la Russie et l'OTAN, qui dit OTAN, forcément, dit États-Unis. Il faut continuer à faire preuve de diplomatie en étant ferme avec Poutine. Parce que je ne pense pas que son but non plus soit de faire la guerre. Malgré tout, c'est un va-t-en-guerre. Il n'attend qu'une seule chose, c'est que l'Ukraine riposte pour pouvoir attaquer et dire, vous voyez, maintenant, nous, on réagit aussi. Alors, il a quand même dernièrement placé 150 000 hommes à la frontière. Il y a eu un soldat ukrainien qui est mort et... Il y en a un deuxième. Un deuxième, oui. ça je l'ignorais. Et sous couvert, entre guillemets, de diplomatie, il nous menace quand même en disant, vous voyez, nous on est la 6e puissance nucléaire. Sauf qu'il a oublié que nous aussi on est une puissance nucléaire, et dans ces cas-là, tout le monde peut s'entretuer. Donc c'est une question évidemment d'ego à celui qui baissera les armes avant l'autre, mais la situation est extrêmement tendue. Ils sont allés trop loin, Patrick Martin-Genier, maintenant pour rétro-pédaler, on va dire. C'est sûr que Vladimir Poutine est allé très très loin, et je pense qu'il a peut-être sous-estimé la capacité de résistance des pays de l'OTAN, parce qu'il y a quand même eu une certaine unité, une vraie unité, et aujourd'hui ce dont il a peur, Vladimir Poutine, ce sont des sanctions économiques et financières très importantes, parce qu'on dit il y a déjà eu des sanctions économiques, elles sont inefficaces certes, mais aujourd'hui très clairement, ce qui est visé c'est lui-même, ses proches du Kremlin, les oligarques, il y a beaucoup de corruption. Il y a vraiment des moyens de pression concrets ? Oui, écoutez, si vous coupez les vivres aux oligarques russes, si vous les empêchez, William connaît l'économie, si vous empêchez aux Russes d'accéder à des moyens économiques et financiers internationaux, des moyens de paiement internationaux, et ce sont des gens qui ont un patrimoine immobilier et financier considérable, notamment à Londres, et donc si vous visez directement le patrimoine des responsables politiques, cela peut avoir un impact, premièrement. Et c'est vrai que les sanctions ne devront intervenir que si, effectivement, il y a une guerre, s'il y a une invasion, et deuxièmement,
Je crois qu'on a sous-estimé les sanctions économiques qui sont en cours depuis un certain nombre d'années. Vous savez que là-bas, en Russie, quand même, globalement, cette économie a été un peu handicapée, paralysée par ces sanctions économiques, même si on dit qu'elles sont inefficaces. Et je crois qu'il n'est pas autant suivi. Les Russes, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que les Russes, eux, soutiennent Vladimir Poutine ? Je crois que on les caresse dans le sens du poil nationaliste. Ils rêvent d'un néo-impérialisme russe, etc. Mais je ne suis pas certain que le peuple russe, dont vous savez qu'il est muselé, il n'y a plus de démocratie en Russie pour l'instant, ne veuille pas aller trop loin parce que il y a quand même des difficultés économiques et on sait que même si Vladimir Poutine a concocté une constitution qui lui permettrait d'être au pouvoir jusqu'à 85 ans, il risque d'y avoir quelques difficultés quand même dans son régime. Et cela, on a peut-être sous-estimé les difficultés internes à l'économie russe et également sur le plan social, économique. Donc je crois qu'il n'a pas du tout intérêt à ce conflit et qu'il y a encore une chance pour la diplomatie. Bien, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec notamment cet appel et cet entretien entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron à 11h. On en reparle dans un quart d'heure du rôle de l'Europe et du rôle de la France également dans ce bras de fer. On poursuit avec ce constat qui nous a frappé, sur lequel on se penche maintenant. La fonction publique ne séduit plus, qu'il s'agisse des pompiers, des professeurs, des policiers ou des fonctionnaires dans les administrations. Aucun domaine n'échappe à une certaine sinistrose. En 25 ans, le nombre de candidats au concours de fonctionnaires a été divisé par 4. Nous avons rencontré une ancienne enseignante qui explique pourquoi elle a quitté l'éducation nationale. Clémence Barbier, Olivier Gangloff. Rosen, reconvertie dans la décoration d'intérieur, a claqué la porte de l'éducation nationale l'an dernier. Il y avait une certaine violence, alors pas vis-à-vis des enfants entre eux ou vis-à-vis des adultes, mais de ce système qui est pas adapté en fait. Pendant 13 ans, l'enseignante en primaire exerce son métier chevillé au corps. On ne s'arrête jamais, on n'a pas de pause, c'est très pressant. Et on a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qu'on aimerait mettre en place. Et en fait, il y a beaucoup de frustration parce que on manque de moyens, on manque de temps, on manque d'aide. Rien que demander un quart pour sortir, c'était compliqué. Quelques semaines après la rentrée de 2020, Rosen fait un burn-out. Depuis, elle n'est jamais revenue sur les bancs de l'école et se sent libérée d'une prison dorée. Le fait, à un moment donné, de me retrouver face à ce mur où je voyais que je ne pouvais plus supporter ça, c'était aussi un bon moyen pour moi de me dire que j'arrête de cautionner un ministère avec lequel j'étais pas en accord en fait. Enseignants, pompiers ou encore policiers, les prétendants au poste de fonctionnaire se font rares. Selon le ministère, il y a près de 4 fois moins de candidats au concours qu'il y a 25 ans. Caroline Pilastre, c'est impressionnant ce chiffre. 4 fois moins de Français qui sont attirés par la fonction publique, alors qu'on parlait justement de la sécurité de l'emploi, etc. Manque de moyens, des salaires qui ne sont pas revalorisés, le fonctionnaire bashing. Qu'est-ce qui explique ce désamour ? Un peu tout ça, en fait. Évidemment, la sécurité de l'emploi n'attire plus. Quand vous voyez l'état de la police, qui souvent a le blues, les suicides dans cette corporation également, les salariés oui. à l'éducation nationale, enfin les professeurs, oui. autant pour moi, qui sont souvent menacés, sous pression, qui sont sous-payés aussi, il faut le reconnaître, qui ne peuvent pas toujours dire ce qu'ils pensent quand il s'agit des questions de laïcité ou religieuses, parler du programme comme ils le voudraient, ainsi que le personnel hospitalier qui, pareil, est souvent en burn-out. Alors la crise n'a rien arrangé, mais ça n'est pas surprenant en fait, parce qu'on se rend compte que ces personnes qui, quand même, pour la plupart, à la base, ont une vocation, n'ont plus envie d'y aller à cause de toutes ces raisons. Manque de moyens, manque de considération, menaces et pression. Donc honnêtement, quand j'ai vu ce sondage, je me suis dit, c'est le genre de choses dont on parle régulièrement dans les médias et dans la vie quotidienne, ça ne surprend plus personne de ne pas vouloir rentrer de nouveau dans la fonction publique. William, il y a quand même un paradoxe parce que les Français n'ont jamais été aussi demandeurs de services publics. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, la crise du Covid, et pour autant, la fonction publique, ils la délaissent. Oui, mais alors, il faut nous expliquer quand même. Je partage le propos, mais je pense qu'il y a un point qui manque, et c'est le point le plus important sur pourquoi est-ce que la fonction publique n'intéresse plus les Français. Notamment, c'est le point le plus important parce que, en fait, l'État n'a plus autant de pouvoir qu'il y a 25, 30, 35, 40 ans. On est plus sur l'État gaulliste qui était tout puissant, avec un rôle important lorsque vous étiez fonctionnaire. À l'époque, lorsque vous étiez fonctionnaire dans l'État gaulliste, vous travailliez sur le commissariat au plan et vous pouvez travailler sur les grands projets, comme sur la question du Concorde, la question du TGV, etc. Donc ça, c'est le premier point, c'est la question de la perte du pouvoir
pouvoir de l'État sur le plan intérieur et également le perte du pouvoir de l'État sur le plan extérieur, notamment parce qu'on a délégué une partie de nos compétences à l'Union européenne. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous n'avez plus la maîtrise de tous les atouts, notamment les grands sujets qui font rêver une grande partie des personnes qui souhaitent candidater à la fonction publique, comme sur la question économique, sur la question de la politique monétaire, etc., du coup, forcément, ces personnes-là vont plutôt travailler dans les ONG, travailler dans les institutions internationales, plutôt que sur la fonction publique française. Le deuxième point, c'est qu'en fait, les carrières ne sont plus aussi intéressantes qu'avant. On a subi depuis les années 2012... Il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'avancement parce qu'en fait, depuis les années 2012 et depuis la crise des dettes souveraines, on a gelé les points d'indice. Donc ça veut dire que les grilles tarifaires, notamment ce qu'on appelle pour les indices de fonctionnaires, ne sont plus valorisés automatiquement au-delà de la question d'inflation. Ça, c'est le premier élément. Deuxième point, c'est que depuis les différents plans d'austérité, en fait, lorsque vous êtes fonctionnaire, les moyens ont baissé drastiquement depuis la RGPP mise en place par Nicolas Sarkozy, poursuivie par la MAP de François Hollande et également Action publique d'Emmanuel Macron. Ça veut dire que lorsque vous êtes fonctionnaire, il y a plein de personnes qui me le racontent, parfois maintenant vous devez rationner par exemple les crayons, les stylos, etc. qui sont soumis à la comptabilité publique de façon de plus en plus stricte. Je vois Patrick Martin-Genier qui... Oui. Non mais ça se passe comme ça. Non, mais vous savez de quoi vous... Oui, moi j'ai été dans plusieurs jurys de concours de la fonction publique, ça fait des années. Et je m'aperçois que les gens qui viennent candidater, c'est vraiment les gens qui ont le sens du service public, qui y croient encore. Et il faut vraiment l'avoir chevillé au corps. Il faut l'avoir chevillé au corps, mais moi Alors, il faut faire la différence. Moi j'étais dans les jurys de concours, des hauts fonctionnaires, des magistrats, l'École nationale de la magistrature par exemple. Bon, ce sont des gens qui en veulent. Mais c'est pas tous les fonctionnaires. Il y a des gens qui sont dans la catégorie C, au bas de l'échelle de la fonction publique. Et c'est des gens qui vont payer très cher cette fameuse sécurité de l'emploi. Lorsque vous avez un SMIC, vous savez, lorsque vous parlez des policiers tout à l'heure, lorsque vous commencez dans la police, que vous n'avez même pas la possibilité de vous loger, parce que c'est ça, la réalité, et c'est la réalité, ils ne peuvent plus se loger. Le seul salaire d'un fonctionnaire de catégorie C ne leur permet plus de se loger. C'est ça la difficulté. Et enfin, vous ajoutez quelque chose de très juste, à force de taper sur le fonctionnaire, eh bien, ça ne fait plus envie de faire carrière dans la fonction publique. Alors qu'il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande de service. Oui, exactement. 80% des agents disent être confrontés à un sentiment d'absurdité aussi dans l'exercice de leur travail. Caroline Pilas. C'est la bureaucratie. Les maux de tout dans notre pays, on sait très bien. Je prends l'exemple de l'hôpital, mais combien de strates y a-t-il avant d'arriver à avoir des réponses pérennes? Donc c'est vrai que tout le monde se plaint de cette paperasse ambiante. Mais pour en revenir justement à ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a un manque de considération en dehors du fait que beaucoup de fonctionnaires soient très peu payés. Et aussi les conditions salariales, puisque pour en revenir là, à la police, mais combien il y a de commissariats vétustes? Régulièrement, il y a des reportages quand on voit les conditions dans lesquelles ils travaillent. Enfin, ils ne sont pas des locaux qui sont... correctes, les voitures ne fonctionnent pas, les radios pareil. Enfin, parfois, on a l'impression que c'est le tiers-monde. Donc, il faut vraiment aplanir tout ça, mais ça fait des années qu'on le dit. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mettre un peu plus de budget dans le régalien, comme on le dit régulièrement, ou vraiment revoir toutes les conditions salariales de ces fonctionnaires? D'un mot, Patrick, vraiment. Non, je crois, effectivement, c'est surtout un problème de rémunération, d'échelle salariale. Lorsque vous voyez qu'en Allemagne, les enseignants sont nettement plus payés qu'en France, même s'ils enseignent 2 matières, je crois qu'aujourd'hui, le principal chantier, c'est la revalorisation du salaire, du point d'indice des fonctionnaires à long terme. Et puis le soutien des hiérarchies aussi. Merci Caroline. Dans l'actualité également, les habitants de Saint-Laurent de la Salanque, près de Perpignan, s'apprêtent à rendre hommage aux victimes de l'incendie mortel du 14 février dernier. Une marche blanche est prévue à 10h ce matin. Les précisions de Valérie Labonne. Cette nuit du 14 février, vers 1h30 du matin, l'onde de choc a été ressentie dans toute la commune. Ceux qui vivaient dans les 3 immeubles situés rue Arago, une artère commerçante du centre-ville, ont été surpris dans leur sommeil. 8 personnes sont décédées, dont une famille avec 2 jeunes enfants. Aujourd'hui, les seuls à avoir accès aux 3 immeubles anciens touchés par les flammes et l'explosion sont les experts judiciaires et les enquêteurs. Ils doivent étudier les lieux pour vérifier la chronologie du drame et déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un acte criminel. Pour le moment, aucune piste n'est privilégiée. Le procureur de la République a ouvert une enquête pour incendie volontaire ayant entraîné la mort. Dans le village, le choc est toujours vif. Une collecte a été ouverte par la mairie pour aider les familles endeuillées ainsi que les blessés. Et ce dimanche, une marche blanche est organisée en mémoire des victimes.
On revient dans un instant avec Caroline Pilastre, William T et Patrick Martin-Genier. Au programme, donc la menace de guerre imminente en Ukraine. Nous verrons si l'Europe et la France, plus précisément, ont un rôle à jouer dans ce bras de fer entre les États-Unis et la Russie. Puis nous parlerons du pouvoir d'achat. Vous verrez que les Français sont extrêmement sévères sur le bilan d'Emmanuel Macron et pourtant c'est leur préoccupation majeure. À tout de suite. 7h30, toujours en direct dans la matinale week-end avec autour de la table Caroline Pilastre, William T et Patrick Martin-Genier. Dans l'actualité, cette question, et si le pouvoir d'achat était la clé de la présidentielle? L'inflation et les prix exorbitants de l'énergie inquiètent Emmanuel Macron qui devrait se déclarer dans les jours qui viennent. Mais seulement 22% des Français se disent satisfaits de son bilan en termes de pouvoir d'achat. Les détails dans un instant avec vous, Elisa Lukavski. Nous referons un point sur la situation en Ukraine. Emmanuel Macron doit s'entretenir ce matin à 11h avec Vladimir Poutine. Nous verrons ce que la France et l'Europe peuvent faire dans ce bras de fer entre la Russie et les États-Unis. Les uns partent en vacances, les autres s'apprêtent à rentrer. C'est le cas des élèves de la zone B qui seront dès demain les premiers à découvrir dans leur classe un protocole sanitaire allégé. Fini le port du masque dans la cour de récré. Les détails dans cette édition. Tous les candidats finissent donc par s'emparer de cette question, celle du pouvoir d'achat. Et pour cause, c'est le sujet qui préoccupe les Français. Et ça pourrait coûter cher à Emmanuel Macron. Sur ce thème précis, il juge très sévèrement le président. Elisa Lukavski, bonjour. C'est ce qui apparaît clairement dans ce sondage IFOP pour nos confrères du Journal du Dimanche ce matin. Oui, vous l'avez dit, le ressenti des Français, il est extrêmement sévère. Pour seulement 22% d'entre eux, le bilan d'Emmanuel Macron est positif en matière de pouvoir d'achat. C'est une diminution de 8 points par rapport au mois d'avril 2021. À titre de comparaison, son bilan il est jugé positif à 50% dans sa gestion de la crise sanitaire. Et quand on demande aux Français comment ils jugent l'évolution de leur propre pouvoir d'achat au cours des 5 dernières années, eh bien là encore, le constat il est implacable. Pour 69% d'entre eux, il a diminué. 18% jugent qu'il est resté stable alors que 13% estiment qu'il a augmenté. Et pourtant, c'est cette dernière catégorie, ceux qui estiment que leur pouvoir d'achat a augmenté, qui a raison, puisque contrairement aux idées reçues, selon l'OFCE, il a progressé le pouvoir d'achat de 1% par an entre 2017 et 2022. Une progression qui s'explique par la création de nombreux emplois, mais également par les baisses d'impôts. Mais si les Français ont cette vision négative de leur pouvoir d'achat, c'est surtout parce que les prix des produits du quotidien, eux, ils ont augmenté. C'est le cas du café. Regardez, 2% en un an. Idem pour les pâtes, plus 7% en moyenne. Même chose concernant le carburant qui enregistre une hausse supérieure à 21%. Vous l'avez compris, il y a une différence entre la perception des Français et la réalité, mais le pouvoir d'achat reste bel et bien un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Elisa. Caroline Pilastre, c'est un vrai boulet pour Emmanuel Macron et un vrai piège quand il se déclarera vraisemblablement dans les jours qui viennent. Alors je pense, parce que beaucoup pourront faire l'amalgame avec les gilets jaunes, puisque initialement ce phénomène a quand même existé à cause de la hausse du carburant et du fait que beaucoup de Français n'arrivaient pas à vivre dignement de leur travail. Mais quoi qu'il en soit, on le voit dans tous les sondages, c'est vraiment ce qui revient, parce que ça intéresse les ménages. Quand vous allez faire vos courses et que vous voyez que tout a augmenté, ça n'est pas un ressenti. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme les questions sécuritaires. Mais oui, peut-être que M. Macron, malgré le fait que ce gouvernement ait fait beaucoup pendant la crise de la Covid, souvenez-vous du chômage partiel, des PGE, certes, il faut les rembourser, mais il y a quand même eu des le chèque mains énergie, tendues. le bouclier tarifaire pour limiter la hausse des prix, le chèque anti-inflation, les milliards ont été distribués. Aussi, maintenant, je pense que c'est peut-être lié à sa personne. Parce que même si on sait qu'il a un socle solide, CSP+, et retraités qui votent pour lui, même si là, au niveau du sondage IFOP, on a vu qu'il y avait certaines catégories qui montaient, qui descendaient, dont les jeunes. Moi, j'étais assez étonnée, auprès desquels il arrive à reprendre quelques points. On le verra tout à l'heure sur sa cote de popularité. Mais vous anticipez un peu, mais c'est pas grave, Caroline. Teaser. Mais oui, c'est peut-être lié à son image, en fait, très libérale. Et ça pêche auprès d'une partie de la population qui lui en veut depuis plus de 3 ans par rapport aux Gilets jaunes et maintenant au convoi de la liberté, des manifestations qu'il y a le samedi et qui lui reprochent évidemment d'être le président des riches, un peu plus que Sarkozy à l'époque. William, ça peut lui nuire, cette image de président des riches dont il n'arrive pas à se défaire malgré ces milliards dont on parlait, malgré ces mesures qui ont été faites?
Moi, je pense que son image de président des riches est en train de changer. Quand on regarde sa cote de popularité, on voit notamment que si c'était très fort lors de la crise des Gilets jaunes, c'est beaucoup moins le cas. Parce que quand on regarde les catégories intermédiaires, les employés et les ouvriers, sa cote de popularité, ses intentions de vote sont notamment montées. Alors qu'avant, Emmanuel Macron était vraiment typé avec beaucoup de CSP+, et pas beaucoup d'intentions de vote en faveur des CSP, ce qu'on appelle les CSP-. Ça s'est équilibré. Mais je pense que là où il a un avantage, c'est que si c'est son boulet de son quinquennat, les autres candidats tombent dans une démagogie qui est complètement excessive. Les autres candidats proposent de monter unilatéralement les salaires entre 5, 10, 15, 20%, augmentation du SMIC à 1 900 €, on est tout complètement perdu. Alors que quand on regarde dans les politiques économiques, quels sont les seuls pays à pouvoir augmenter le pouvoir d'achat de manière durable? Ce sont les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Comment ils ont fait? En mettant une politique de long terme centrée sur la question de l'emploi. Parce que le seul moyen de faire monter le pouvoir d'achat des ménages, c'est en atteignant le plein emploi. Le pouvoir d'achat augmenté aux États-Unis pour les années Trump et Obama de 4% par an parce qu'ils avaient atteint le plein emploi. Le pouvoir d'achat a monté en Allemagne parce qu'ils avaient atteint le plein emploi. Le pouvoir d'achat a monté au Royaume-Uni parce qu'il y avait une pénurie sur les métiers de bas salaire et donc du coup le patronat a dû augmenter les salaires pour attirer plus les personnes. Donc tant que la France n'atteindra pas la question du plein emploi, nous ne pouvons pas augmenter les salaires et je pense que les candidats tombent dans une démagogie excessive. Et quand vous avez travaillé au SMIC, c'est ce qui a été mon cas pendant 8 ans, vous savez très bien que lorsqu'ils vous proposent une augmentation des salaires, c'est fait parce qu'ils vont compenser autre part sur une augmentation des impôts et donc du coup c'est complètement irréaliste. Le seul moyen réel, c'est la question du plein emploi. Et le deuxième point, je pense que c'est là où le gouvernement peut agir, c'est sur la question des dépenses contraintes. Parce que si effectivement le pouvoir d'achat monte depuis la crise de 2008, le pouvoir d'achat augmente de 1 à 2% par an de façon constante sous Nicolas Sarkozy. Personne ne s'en rend compte. Mais en fait, pourquoi est-ce que en fait, votre pouvoir d'achat et votre pouvoir d'achat réel monte en termes de salaire? Quand vous regardez les grilles de salaire, moi je l'ai eu pendant 8 ans au SMIC, c'est monté petit à petit. Mais pourquoi est-ce que votre pouvoir d'achat se grève? C'est parce qu'en fait, les dépenses contraintes augmentent. Sur la question du logement, sur la question de l'essence et la question des biens essentiels, en fait, vous avez une inflation qui est constante, notamment sur les postes essentiels qui sont l'énergie et le transport. Et c'est là, et le logement, pardon. C'est les 3 points qui sont essentiels. Et c'est là où, en fait, il y a une augmentation des coûts et c'est pour ça que votre pouvoir d'achat est grevé. Donc, le seul moyen pour le gouvernement d'agir, c'est de baisser les taxes. La question du plein emploi et la question de baisser les taxes sur les produits de première nécessité et donc, du coup, sur le logement, l'énergie et les transports. Caroline Pilas, William T a été particulièrement sévère, lui, avec les autres candidats et leurs propositions. Est-ce que malgré tout, les Français n'ont pas besoin d'entendre une autre voix? Bien sûr que oui. Écoutez, moi je n'ai jamais cru à l'homme ou à la femme providentielle pour des élections, et en l'occurrence les présidentielles. Mais sachant que ça revient constamment dans les sondages, ce sujet. Le pouvoir d'achat avant la question de la sécurité, de l'immigration et de l'environnement. Il faut bien que d'autres candidats s'en saisissent, même si, comme vous le dites, ça peut être de la démagogie, parce qu'une fois sur le terrain, il faut faire avec le budget qu'on a et pas plus le gréver, déjà qu'on sait à quel point la dette est abyssale en France. Maintenant, vous le disiez très bien, je vous rejoins là-dessus. Sur les charges, on pourrait baisser certaines taxes. Ça serait possible de le faire. Faut-il encore le vouloir et ne pas mettre en avant toujours les mêmes catégories de personnes? Parce que moi, je rajoute avec ce que vous dites au niveau des produits de première nécessité, l'alimentation, qui est un poste clé. Et on s'est rendu compte, comme je le disais aussi la semaine dernière, qu'en fonction des différents confinements, tout avait augmenté. Alors que des enseignes importantes fassent des marges, certes, mais au niveau de ce qu'il nous reste à la fin du mois, on s'en rend compte. Donc ça, c'est quand même une réalité qui est très concrète, en dehors de parler du plein emploi ou d'augmenter le SMIC. Là-dessus, je vous rejoins. Si on augmente, il faut baisser d'autres choses, parce qu'on s'en sortira pas. Oui, mais ce type de discours a été tenu depuis 40 ans. Et au final, les Français demandent de plus en plus de services publics, alors que le budget de l'État a augmenté. Nous atteignons 60% de dépenses publiques. On va quasiment battre le record de l'URSS à ce niveau-là. C'est inédit. Donc les dépenses publiques par habitant augmentent et malgré tout, il y a de moins en moins de services publics. On augmente de plus en plus les dépenses sociales et malgré tout, il y a de plus en plus de pauvres. Donc il y a un problème quelque part. Le problème, c'est qu'en fait, on ne pose jamais la véritable question. Pour qu'on puisse répartir plus de richesses et donc du coup pour augmenter les salaires, il faut créer plus de richesses. Et personne ne dit comment faire pour créer plus de richesses dans ce pays. Et je pense que c'est là le débat essentiel. Si vous avez plus de richesses qui émergent, et c'est pour ça que je parle de la question du plein emploi, c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé en Allemagne. Quand vous produisez plus, forcément, les gens gagnent plus. Et là maintenant,
non, les gens veulent produire moins, travailler moins et gagner plus. C'est complètement impossible. Allez expliquer ça à des enfants ou même à des travailleurs de catégorie intermédiaire et des employés, des ouvriers. C'est pour ça que vous avez de plus en plus d'abstention, parce que depuis 30-40 ans, la classe politique tient un discours complètement démagogique en disant vous inquiétez pas, on va augmenter les salaires telle année. Mais c'est complètement faux, parce que sans produire plus de richesse, vous ne pouvez pas augmenter les salaires. Sans atteindre le plein emploi, vous ne pouvez pas atteindre le risque de saturation. Donc, du coup, que les entrepreneurs soient obligés d'augmenter les salaires pour attirer les meilleurs profils. Et tant qu'on ne changerait pas de logiciel économique, on ne rendra pas les Français heureux et on ne rompra pas avec le malheur français. Bien, on verra ce que ça donne dans 50 jours pour le premier tour de l'élection présidentielle et qui remportera les suffrages sur cette question centrale du pouvoir d'achat. On en vient au sujet d'actualité du jour, du moment, cette tension à son comble dans le bras de fer entre les États-Unis et la Russie autour de l'Ukraine. La partie de poker vire à une menace de guerre imminente. Mais que fait l'Europe entre ces deux blocs? On va en parler tous ensemble avec vous, notamment Patrick Martin-Genier, dans un instant, juste après ce reportage sur les ressortissants français à qui il est très vivement recommandé désormais de quitter le pays. Alexis Vallée. Ils sont 1000 ressortissants français ou binationaux en ce moment en Ukraine. Pour ceux qui se trouvent dans les zones les plus exposées à l'est du pays, la France les appelle à s'en éloigner sans délai. Il est également recommandé à tous les ressortissants français dont le séjour en Ukraine n'a pas de motif impérieux de quitter le pays. Il est par ailleurs conseillé de différer tous les déplacements en Ukraine. Sont concernées les zones de Kharkiv, Lougansk, Donetsk et Dnipro, près de la Russie. Un appel prononcé aussi par l'Allemagne et le Royaume-Uni suite à la dernière démonstration de force de Moscou. Une décision prise par mesure de prudence. La seule journée d'hier, il y a eu 500 bombardements. Ça veut dire beaucoup plus, 10 fois plus que ce qu'on a l'habitude de voir dans le Donbass ces dernières années. Si la compagnie Air France maintient pour l'instant ses vols vers l'Ukraine, son concurrent allemand Lufthansa a annoncé suspendre les siens vers Kiev et Odessa dans le sud, à partir de lundi et jusqu'à la fin du mois. Patrick Martin-Genier, Emmanuel Macron doit s'entretenir par téléphone tout à l'heure avec Vladimir Poutine à 11h. Il n'a pas le choix que de maintenir à tout prix ce lien ? Oui, je crois que d'abord la France est une grande puissance, on l'a dit tout à l'heure, c'est une grande puissance nucléaire. Je pense que la diplomatie aujourd'hui est entre les mains de quelques chefs d'État et de gouvernement et non pas l'Europe en tant que telle qui n'a pas de politique étrangère. La France effectivement a tenté, Emmanuel Macron est allé rencontrer Vladimir Poutine. La France est une grande puissance, mais hélas tous... Elle n'est pas tellement une grande puissance aux yeux des autres grandes puissances. Non, pas du tout, non, mais elle est une grande puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc à ce titre on peut considérer qu'elle est une grande puissance, mais c'est vrai que beaucoup d'aucuns la considèrent comme une puissance moyenne. Et donc, Emmanuel Macron, effectivement, a dit « Je suis un interlocuteur, je veux réserver encore une place pour la diplomatie ». Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Il y a le chancelier allemand, Olaf Scholz, qui est allé aussi là-bas à Moscou. Tout le monde a rencontré le président Volodymyr Zelensky. Donc, est-ce qu'il y a encore une place pour la diplomatie? Je pense que tout le monde va essayer d'en sortir par le haut. Mais c'est vrai que c'est une affaire qui oppose essentiellement les États-Unis et la Russie. On l'a bien vu au cours des dernières négociations. Il y a eu des négociations à Bruxelles, à Vienne, à Genève, et l'Europe en tant que telle n'était pas à la table des négociations, même s'il y a eu effectivement des relations très étroites. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a une unité très importante entre les pays de l'Union européenne et les États-Unis, même si c'est les États-Unis qui mènent un peu la danse dans cette affaire. Quelles conséquences politiques pour Emmanuel Macron dans cette situation ? En fait, la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est le symbole en fait de son quinquennat, c'est-à-dire qu'en fait, il a tenté beaucoup, mais il a échoué énormément. On a vu notamment sur la question de réformer l'Union européenne après son discours de la Sorbonne, qui était plutôt brillant sur le plan intellectuel et sur le plan théorique, mais qui a eu aucune efficacité sur le plan concret. On a vu également son action au Liban. Il avait promis beaucoup et au final, on n'a pas eu grand-chose, si ce n'est qu'on a perdu le contrôle de la zone. Il avait promis beaucoup au Mali et au final, on se retire pathétiquement. Et en fait, Emmanuel Macron promet beaucoup sur le plan international, mais réussit très peu. Et en fait, le problème, c'est qu'il doit se rappeler la grande citation de Bismarck en fait, sur la politique internationale. La diplomatie sans les armes, c'est un peu la musique sans les instruments. En fait, ça sert quasiment à rien. Et la question essentielle qui doit se poser, c'est quels sont les outils et les cartouches qu'il a pour négocier avec Vladimir Poutine. Premier point, on ne peut pas mettre de sanctions économiques parce qu'en fait, on est dépendant, parce que 50% du gaz importé dans l'Union européenne vient de la Russie. Donc si par contre on met des sanctions économiques, on n'a plus de gaz. En période d'hiver, ça va être compliqué d'expliquer aux Français, notamment qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, de dire que sur la question de l'énergie, on puisse se lever. Mais je vais répondre sur le reste. Deuxième point, c'est qu'en fait, sur le plan militaire,
militaire, l'armée russe, correspond au budget militaire du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France. Du coup, comme le Royaume-Uni est retiré et que l'Allemagne ne veut pas intervenir, on est pris tout seul une nouvelle fois, comme sur la Turquie ou sur la question du Mali. Donc on ne peut pas intervenir militairement. Il nous reste une arme, c'est l'arme diplomatique. Moi, je pense que la France et l'Europe ont un rôle à jouer, notamment parce que c'est la France, l'Allemagne avec l'Ukraine et la Russie qui ont abouti aux accords de Minsk. Donc la question essentielle, c'est comment on fait pour les appliquer, comment on conduit Zelensky et Vladimir Poutine à se remettre sur la table de négociation pour mettre en œuvre les accords de Minsk qui conduira à une désescalade entre les deux parties. Moi, je pense que les États-Unis, Vladimir Poutine, testent Joe Biden parce qu'il sait que c'est un président faible. La question essentielle pour Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, les États-Unis vont se retirer progressivement. On l'a vu sur la question afghane. On l'a vu sur les ensembles des questions. Ils vont se retirer progressivement pour se concentrer sur l'ennemi essentiel qui est la Chine. C'est la France et l'Union européenne qui doivent prendre le relais pour protéger leurs frontières extérieures et leurs zones d'intérêt. Et sur ce plan-là, si on applique les accords de Minsk, et du coup, je pense que Vladimir Poutine retirera ses troupes, notamment sur la question de l'élection des gouverneurs pro-russes à l'est du pays. Patrick, quelles conséquences concrètes pour les Européens et pour nous, les Français, si toutefois, même si vous n'avez pas l'air d'y croire vraiment, mais si une guerre était déclenchée ? Quelles conséquences ? William vient d'en parler. Sur l'aspect du gaz, nous avons une vraie dépendance énergétique. Je serais quand même un peu plus nuancé. L'Allemagne, elle dépend à 60% de son gaz naturel de la Russie, en effet. Mais il y a d'autres sources alternatives d'énergie. Et d'ailleurs, Joe Biden a appelé d'autres pays à pouvoir éventuellement envoyer du gaz naturel. On a même appelé le Japon pour éventuellement nous en envoyer. Il y a des stocks de gaz naturel au Japon également. Donc il y a des sources alternatives. Et je crois que ça, c'est important. Quelles conséquences pour la France ? Il y aurait des conséquences naturellement économique, mais il est hors de question, comme un sondage a été fait hier, que la France de toute façon aille sur le terrain, sur le plan militaire, pour la simple raison que l'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN, à aucun moment elle ne peut appeler l'article 5 et la clause d'assistance mutuelle. Donc nous n'irons pas là-bas. Il n'y aura pas de conséquences en termes militaires parce que nous n'irons pas en Ukraine, tout simplement. Donc les 86% de Français, vous évoquez le sondage qui disent qu'ils ne veulent pas de la guerre. Oui. Ça paraît logique. Voilà, et Joe Biden lui-même l'a dit, nous n'irons pas là-bas de toute façon, car ce serait une troisième guerre mondiale. Et enfin, j'ajouterai une chose, c'est que finalement, ça ne se dit pas très clairement, mais il est acquis aujourd'hui que certains États occidentaux, surtout l'Allemagne, ne veulent plus de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc, ce sont des États qui renoncent. C'était une des exigences de Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, lorsque Olaf Scholz est allé rencontrer Vladimir Poutine à Moscou, dans son entourage, on a clairement dit pourquoi se disputer sur une question qui n'est plus sur la table, à savoir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et je pense que Volodymyr Zelensky est parfaitement conscient de ces difficultés. Il l'a dit hier à Munich. Caroline Pilastre, une réaction sur cet entretien qu'on attend à nouveau, encore une fois, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Écoutez, moi je pense de toute manière que toute négociation, toute communication est bonne à prendre et que c'est une bonne chose que le président Macron, qui est aussi le président de l'UE, y soit. Et ce qui doit surprendre, malgré tout, je ne suis pas dans la tête de M. Poutine, mais M. Poutine, c'est que l'UE parle d'une seule voix. Et je pense qu'il ne s'y attendait pas. Parce que même M. Macron, hier, a discuté avec M. Orban, qui est quand même plus proche sur certains aspects de M. Poutine. Donc, quoi qu'il en soit, on peut avoir, je pense, une marge de manœuvre. Alors, quelle sera-t-elle pour la suite? Je n'en sais rien. Il n'y a que M. Poutine qui pourra répondre à cette question. Mais à partir du moment où personne ne veut faire la guerre, il ne va pas la faire tout seul, même s'il n'attend que ça en termes de riposte. Donc, à voir. Mais moi, je trouve que c'est très bien que nous y soyons, parce que si on ne l'avait pas été, on nous l'aurait reproché. William, rapidement. Moi, je pense que surtout pour Emmanuel Macron, le risque, c'est d'être comparé à ses prédécesseurs, notamment Nicolas Sarkozy, qui était président de l'Union européenne en 2008. Lorsqu'on compare les situations qui sont similaires en Géorgie et en Ukraine, on a vu que Nicolas Sarkozy avait réussi à avoir des résultats concrets sur la question géorgienne, et est-ce qu'Emmanuel Macron arrive à avoir des actions concrètes sur la question ukrainienne? Et je pense qu'on peut comparer les deux situations, et le risque pour Emmanuel Macron, notamment lorsqu'on regarde la situation électorale, c'est qu'il y a 3 à 4 millions de Français qui se partagent entre lui et Valérie Pécresse, qui est sa principale concurrente, notamment pour l'élection présidentielle. Et ça repose sur 3 piliers. Un, c'est sur la question de la stature de président de la République, et ensuite sur 2 autres questions qui sont essentielles pour Emmanuel Macron sur la question ukrainienne. La question de défendre la place de la France dans le monde et défendre les intérêts français. Si Emmanuel Macron n'arrive pas à défendre les intérêts français, une partie des électeurs de centre-droit peuvent le lâcher pour Valérie Pécresse. Et donc, du coup, sur la question interne à l'aube de l'élection présidentielle, c'est très intéressant pour lui. Patrick Martin-Genier, sur cette comparaison entre deux situations de Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, on peut vraiment la faire? Disons que c'est vrai que lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, il y a eu cette crise en Géorgie, il était président du Conseil de l'Union européenne. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette situation. Vous avez tout à fait raison de dire, Emmanuel Macron, même si l'Europe Ès-Qualité n'intervient pas, il est président en exercice du Conseil
Conseil de l'Union européenne, ça lui donne un poids supplémentaire et je crois que c'est quelque chose qui ne sera pas négligé par Vladimir Poutine. S'il arrive en tant que président de la République française, plus le soutien des autres pays de l'Union européenne, il me semble effectivement qu'il y a encore une place pour sortir par le haut de ce conflit. Certains d'entre vous commencent tout juste leurs vacances, d'autres s'apprêtent à rentrer. Bonne nouvelle quand même pour ceux qui rentrent, le protocole s'allège. Les écoles vont voir un certain nombre de contraintes sanitaires disparaître dès demain. Voici les changements prévus avec Alexis Vallée et Bora Argibas. La rentrée risque d'être moins pénible pour les élèves. Le masque ne sera plus obligatoire pendant la récréation et pour les activités physiques en intérieur, à l'exception des sports de contact. En cas d'absence d'un enseignant, le brassage des classes de même niveau est de nouveau possible, mais la distanciation physique entre les élèves est maintenue. Si un cas positif est déclaré, fini les attestations de parents d'élèves et les 3 tests. Un seul sera demandé au bout de 2 jours. Ces mesures doivent prendre effet le 28 février, sauf en zone B comme à Lille, prévu dès ce lundi. Mais les syndicats restent sceptiques sur le protocole en place. Il y aura moins de tests, tant mieux pour les élèves, tant mieux pour les familles, parce qu'on sait que c'était très compliqué. On n'est pas sûr que les annonces qui ont été faites vont améliorer grandement les choses, en tout cas au niveau du test. Pour le reste, ça s'améliore, mais ce n'est pas à la cause du ministre. Si le taux d'incidence continue de chuter, le protocole pourrait encore être allégé dans les prochaines semaines. Le ministre de la Santé estime notamment que le masque pourrait totalement disparaître des écoles, probablement à la mi-mars. Caroline Pilastre, c'est une bonne nouvelle, on voit enfin le bout du tunnel ? Eh bien, espérons. Écoutez, on croise tous les doigts parce qu'on en est pratiquement à 2 ans, jour pour jour, de la Covid, enfin du premier confinement. Mais c'est une bonne chose, évidemment, pour les familles, pour les enseignants et surtout pour les élèves, de ne plus avoir ce protocole lourd, que ce soit simplifié dans leur vie quotidienne, parce que c'est vrai que c'est insupportable pour nous, mais pour les petits, encore plus. Donc oui, je souhaite que cela continue comme ça et qu'on arrive définitivement à respecter individuellement quand même, parce qu'il y a toujours la pandémie. Elle circule, malgré tout, elle n'a pas été enrayée totalement, mais qui est peut-être un peu moins de gestes barrières, et le masque serait franchement une grosse libération. William T, on ne pourrait pas aller un peu plus vite ? Si, je pense, mais je pense qu'Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à aller plus vite dans la mesure où s'il y a encore la crise sanitaire, il est sûr d'être élu président de la République. Mais il est sûr s'il y a crise sanitaire le 10 et 24, moi je prends le pari, s'il y a encore crise sanitaire 10 et 24, il est élu président de la République. Je l'affirme, c'est enregistré, donc j'assumerai en conséquence. On vous le ressortira. Si par contre il n'y a plus crise sanitaire, il perdra l'élection. Sur la question en fait, des enfants, moi je pense qu'on a fait une erreur stratégique majeure sur la gestion de crise, c'est qu'on a sacrifié les plus jeunes générations pour protéger les plus âgés. Et je pense qu'historiquement, on sera jugé négativement pour cela, dans la mesure où on a sacrifié toute une génération complète, de partant des enfants jusqu'aux adolescents, partant par les élèves d'enseignement supérieur. Et l'enjeu pour nous, en levant les restrictions, c'est de permettre à cette génération sacrifiée de devenir la génération de bâtisseurs de demain. Emmanuel Macron ou la prochaine présidente de la République, son prochain enjeu, c'est comme lorsqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, renouer avec les jours heureux, c'est la citation de Fabien Roussel, renouer avec les jours heureux, renouer avec le conseil de la résistance, renouer en fait et transformer cette génération sacrifiée en génération de bâtisseurs, c'est l'enjeu de l'élection présidentielle. Patrick Martin-Jeunier, génération sacrifiée Non, je ne pense pas. Moi qui fais peut-être partie maintenant, je fais peut-être partie des vieux, j'en sais rien. Mais j'ai pas la sensation qu'on a sacrifié une génération par rapport à une autre. Il y a un objectif constitutionnel qui est la protection de la santé publique. Et je crois que ça a été extrêmement difficile, non seulement pour le gouvernement français, mais pour tous les gouvernements en Europe. Eh bien, c'est une pandémie que nous n'avions jamais connue, en tout cas depuis ce XXe siècle. Et donc, on a fait avec les moyens qu'on avait. Et l'Europe a relevé le défi avec la vaccination et les masques, même si ça a été un peu difficile au début. Donc voilà, je ne pense pas qu'on ait sacrifié les jeunes aujourd'hui, parce que ça a été pendant 2-3 ans. Il n'y avait pas lieu non plus de dire qu'on a trop soigné, si j'ai bien compris, les vieux par rapport aux jeunes. Non, qu'il fallait faire face. Et donc, c'est quelque chose d'important. Et je crois qu'il a fallu faire face d'unité. Et je crois que les pouvoirs publics ont quand même correctement... Moi, je mets un point. Vous pouvez demander à tous les maires, à tous les assistants scolaires, à tous les profs. C'est la question psychologique sur ces jeunes enfants, notamment avec la montée des tentatives de suicide et les impacts psychologiques sur cette génération. C'est pour ça que je parle de génération sacrifiée. Les conséquences. Tout de suite, le sport avec cette défaite, c'est rare, du Paris Saint-Germain. Paris est tombé. Le PSG s'est incliné 3-1 face au FC Nantes lors d'un match renversant au stade de la Beaujoire. 4e minute, Kolo Muani ouvre le score pour les Nantais. 10 minutes plus tard, Quentin Merlin double la marque.
Caroline Pilastre, William T et Patrick Martin-Jeannier, merci d'être venus débattre ce matin dans la matinale week-end qui continue juste